I think it might be useful to give you a bit of an idea of how this thing came together. Basically, it's a joint venture between Lakehead University, the Alexander Mackenzie Trail Association, and the One Step Beyond Adventure Group, which is my organization. It's non-profit, and what it is designed to be is educational first and foremost. And what we're really trying to do is to, by reliving the journeys of a man like Mackenzie, to try to explain to modern Canadians just how important the spirit of adventure has been in our past. And I think we also need to realize that it was a team effort that first allowed this route to be pioneered, because it was the native people that showed Mackenzie the way, and it was the French-Canadian voyageurs who paddled the canoes, and it was Mackenzie, the entrepreneur, the visionary, who led the group, the immigrant from Scotland who came to this country. À l'été de 1789, Alexandre Mackenzie était à la recherche d'une route navigable conduisant à l'océan Pacifique, le fabuleux passage du Nord-Ouest. Cette aventure l'amena, lui et ses compagnons, à explorer ce grand fleuve, coulant vers l'Arctique, qui plus tard portera son nom, le fleuve Mackenzie. Des gens vivaient ici depuis toujours, utilisant encore l'arc, la flèche et la hache de pierre. C'était leur premier contact avec le monde blanc. Chevalier de la table ronde, coup d'envoi, si le verre est bon. Coup d'envoi, oui, oui, oui. Coup d'envoi, non, non, non. Coup d'envoi, si le verre est bon. Coup d'envoi, oui, oui, oui. Coup d'envoi, non, non, non. Coup d'envoi, si le verre est bon. Let's parler. We're going to Fort Chip. 5:30. En avant. 27 hommes et femmes de l'université Lakehead à Thunder Bay en Ontario refont ce grand voyage de Mackenzie. Dans les communautés visitées, ils font revivre, par leurs chants, leurs danses et leurs costumes, l'époque de la traite des fourrures. De leur départ à Fort McMurray jusqu'à la mer de Beaufort dans l'Arctique, ils parcourront 3500 km, un voyage de 10 semaines en canot à la découverte d'un grand pays. L'expédition est sous la conduite du professeur James Smithers. Nous sommes sur la rivière Athabasca, où Mackenzie et quelques voyageurs arrivèrent à l'automne de 1787. Mackenzie était en route pour remplacer Peter Pond, alors à la charge d'un petit poste de traite de fourrure appartenant à la Compagnie du Nord-Ouest. Pond était un Yankee du Connecticut. Il avait été le premier commerçant blanc à traverser le portage La Loche pour ensuite descendre les rivières Eau-Claire et Athabasca. Il avait construit sur la rivière Athabasca le premier poste de traite de la région, aujourd'hui disparu, emporté par l'érosion. Depuis ce matin, un vent glacial souffle de front, rendant la navigation trop difficile. Nous trouvons refuge sous la protection des arbres et la chaleur d'un feu, à la façon des voyageurs et des Indiens, que Mackenzie décrit dans son journal. There's a good article in Mackenzie's diary, Roger, where he talks about the Indians lying around the fire like dogs. Oh, yes. Getting warm. Yeah. So we're doing the same now, eh? We're doing the same, yes. Durant l'hiver qui suivit son arrivée en Athabasca, Mackenzie apprit beaucoup de Peter Pond. Le vieux traiteur avait exploré loin dans le nord avec les Indiens. Sa carte montre un lac immense et à sa sortie, quelque part à l'ouest, un grand fleuve y coule. D'après Pond, vers l'océan Pacifique. Au printemps, Pond quitta la région et à l'automne de la même année, Mackenzie fit construire un autre fort sur le lac Athabasca, le fort Chipewyan, aujourd'hui appelé Vieux-Fort,
d'où partir à Mackenzie pour son voyage d'exploration. Nous nous rendons au nouveau fort Chipewyan, situé 50 km à l'ouest. Frank la douceur est métis et trappeur. My language is Cree. That's the language I talk, Cree. Born and raised with that language. And ma langue is en Cree. Je parle en Cree. Je parle en Cree, en anglais, en français, un petit brin. Toute ma langue, hein. There used to be quite a few people around Old Fort years ago. A guy to go there that doesn't know the place, you would have a hard time to find it. Even me, as I said, I don't think I could find the foundations where they used to be. I don't know. It's been a long time. So Mackenzie and his voyagers would not recognize the place Oh no, if he was to come back here. he wouldn't. He wouldn't Would know. not. He would maybe recognize Old Fort, just the hill, but Yeah. if Mackenzie ever come back, mister, he's going to be lost. Au printemps de 1789, le 3 juin à 9h, Mackenzie quittait le fort Chipewyan. Avec lui dans un grand canot se trouvaient 4 voyageurs canadiens-français, Barriot, Delorme, Ducette et Landry. 2 d'entre eux avaient leur épouse indienne, ainsi qu'un Allemand, John Steinbrook. Dans l'un des canots plus petits, il y avait Agina, un chef Chipewyan, avec ses 2 épouses. Dans l'autre, 2 Indiens, compagnons du chef Agina. Dans un 4e canot se trouvait Laurent Leroux et ses hommes, qui accompagnaient Mackenzie jusqu'au Grand Lac des Esclaves, où ils allaient établir un nouveau poste de traite. Le canot de Mackenzie transportait quelques sacs de pemmican et de maïs pour les rations de secours et un ballot de marchandises de négoce pour s'assurer un bon accueil parmi les Indiens. Agina, aussi appelé English Chief, serait interprète et ferait avec ses 2 compagnons l'approvisionnement par la chasse et la pêche. Les 4 femmes, en plus de ramer, s'occuperaient de monter les tentes, de faire le feu et la cuisine, de cueillir des fruits sauvages et de confectionner des vêtements. 12 hours of paddling drives you a little crazy. It's really, really dirty. That needs to be taken off and cleaned. Oh, interesting. Oh, a couple of bags burst here, but it looks nice. There's your pot. You can just leave it up here. My butt hat on. There are instructions. Oh, they put the instructions in with it. That's marvelous. Do you want center or do you want to go movie? I don't care. Yeah. Them Charles Rapids, Okay. we went inside that. All right. Ici, une importante rivière venant de l'ouest joint ce réseau fluvial. C'est la rivière de la Paix que Mackenzie remontera 4 ans plus tard, en 1793, dans sa seconde tentative d'atteindre le Pacifique. We just here, at that point, Yeah, and the slave and the comes slaves in. out there. Oh, right. Okay. Le photographe de notre expédition, Ali Flaguer, a retracé les 3000 kilomètres de cette odyssée, dans l'espoir qu'un jour, cette route historique soit protégée et consacrée héritage national. Are we leaving? We're leaving. Well then. Sit down, Monsieur Avant. We're left heavy? Maybe the pass behind Andy. Can you draw there on the left? What? Sean? We'll come right around anyway. Are we? Once his nose gets Oh, this is cool. Les rapides de la rivière des Esclaves.
À l'époque de Mackenzie, il y avait 6 portages, totalisant environ 4 km. Aujourd'hui, une route les a remplacés, de Fort Fitzgerald à Fort Smith. Les canaux de notre expédition sont la réplique exacte des canaux des voyageurs. Seule la coque est faite d'un produit synthétique appelé Kevlar, beaucoup plus résistant et sécuritaire que l'écorce de bouleau. You all know what this is? Bark. Yeah, birch bark. Birch bark. Birch bark is very important to us voyageurs because we use this to repair the canoe. The native women, they would collect this. We didn't go out and collect it ourselves. The native women or native men would go out and collect it. Usually the women, because the men were out hunting, and they'd peel it off the tree in the spring. So we don't know how to swim. I sure don't want to drown. Not yet, anyway. No, the company likes it better. If we don't know how to swim, that means we'll care much more for the packs and everything else. There'll be less chance of the canoe tipping. Because if the canoe tips, we know we die. So we make sure it doesn't tip. The water is very high, eh? Le dernier portage est encore appelé portage des noyés, à la mémoire de 5 voyageurs qui sont morts ici, 3 années avant le voyage de Mackenzie. Jim Green est écrivain et radiodiffuseur pour CBC. When the accident happened, where was it? Right out in the center. There's a hole in there that you just wouldn't, you'd never get out. The canoe would just roll and roll and roll. It happened right here. Nobody's ever been down there. It's pretty dirty water, very turbulent, but their guns are down there, their copper pots, all of the material they had to travel down the river in the bottom of that hole right now. Right there. On whether they retrieved any of the bodies or not, but this time of year it's fairly cold water. The bodies could have stayed down for a long time, and of course they had a job to do, establish a post on Great Slave Lake, so they probably didn't wait around a long time to find the bodies. And I don't think there's a record of whether they found them or how many they found or what. Nous sommes à l'embouchure de la rivière Ocel. Ici se trouve un ancien cimetière où plusieurs générations d'une même famille, les Beaulieu, sont ensevelis. Leur ancêtre commun est le voyageur canadien-français François Beaulieu, qui accompagna Alexandre Mackenzie jusqu'au Pacifique en 1793. Aujourd'hui, des centaines de descendants de Beaulieu vivent dans les territoires du Nord-Ouest. Alice Sutherland et Franck Laviolette cherchent le tombeau de son fils, aussi appelé François Beaulieu, mort à l'âge de 100 ans, laissant une légende derrière lui. So he was right at the edge there? Oh, back there. Oh, back here. Down here, see? There's quite a bit of sediment that we here before. Do you think that could be his grave? That's a grave, yeah. That's his grave. I don't know his grave, but Beaulieu grave, eh? One of Beaulieu family. One of the Beaulieu family. This is only Beaulieu's graveyard. Any other native people die, they bury them across the Slave River. Oh. On top of a hill, there's a big graveyard for non-Beaulieu. Oh. Why? I don't know. It was like a family graveyard. Beaulieu had a lot of respect. Oh, I'm just going to go over here and reflect. De bonne heure ce matin, nous quittions Fort Smith. Et maintenant, c'est l'arrêt du midi. Anticipant une longue journée, certains tentent de trouver un peu de sommeil. Hey, oh, brightness. Where I go, I have
Notre itinéraire et la période de temps allouée pour notre expédition nous poussent à faire de longues journées. Ce soir, après 15 heures de navigation, nous cherchons encore un endroit convenable pour installer notre campement. Jane et Leslie sont très fatigués. Le grand lac des Esclaves, le 5e plus grand en Amérique. Il était couvert de glace à l'arrivée de Mackenzie. Ils suivirent un étroit chenal dégagé vers une petite île, quelques kilomètres à l'ouest. Sur cette petite île, accompagné d'un voyageur, Mackenzie y cueillit des œufs de canard. En s'y approchant, nous y trouvons des hauts-fonds, comme Mackenzie. We're Jesus! Woo! We're walking on water! Yeehaw! In the middle of a 500-foot lake. In the middle of Great Slave Lake that we're walking on. So this is Stony Island, Jim? This is Stony Island, right? They stopped here. Mackenzie did. I'm going to get his book out so we can read the section from the book Okay. where he talks about being on Stony Island in his journal. Comme ce bois empilé dans cette petite baie, ces décors n'ont pas changé depuis la venue de Mackenzie. The closure by sand was probably open, so Mackenzie probably came along the inside of that, and we came along the outside. And he mentions running aground 5 times, and we ran aground on the shallows between Stony Island and the mainland. So things are relatively the same. And then Mackenzie was windbound or icebound or stormbound in this area for quite some time, about 6 days. Le 14 juin, Mackenzie repartit. Durant les 8 jours suivants, ils allèrent de leur mieux vers la rive nord du lac. Le grand canot de Mackenzie transportait lui aussi un mât et une voile. Aujourd'hui, les vents nous sont favorables et cette merveilleuse journée peut être appréciée librement. Il est 11 heures du soir. Le vent souffle encore du sud et nous voulons en profiter pour continuer. We got 2 hours here. Nous repartirons à la façon de Mackenzie, allant d'une île à l'autre.
mountain cranberries that grow very common here. And the Indian women picked these as part of the food that they would make dinners of on the trip. At the mouth of the Jean River, there's a record of the Indian women that were with Mackenzie picking these just before, these and wild onions, just before they left for the Great Slave Lake. They're good? Mm-hmm. A little bitter, but similar in flavor to the swamp cranberries that you're used to having on Thanksgiving. The Indian women as well would have probably collected Labrador tea. The leaves of this are furry on the underside, green on the top, and boiled up in a tisane make a very stimulating brew. And this is what the Indians would drink for tea, unless they were buying tea from the Northwest Company, which became a common practice when they were exposed to the white man. There are a number of interesting possible historic locations then. In this particular spot, Mackenzie mentions Caribou Island, where they caught some reindeer. He also mentions caching some pemmican on a small island in this immediate vicinity. And the basic problem was, as you see today, the line of ice along the north shore of the lake, which prevented them from progressing on their journey. Sur ces rochers de granit poussent plusieurs variétés de lichens, dont se nourrissent les caribous en hiver. Oh, wild onions. Try some. They're good, delicious wild onions. We can mix this with our soup, eh? Or if we catch some fish, we're going to have it with fish. Mackenzie continua vers le nord. Nous nous arrêtons à Yellowknife, la capitale des territoires du Nord-Ouest. John Blondin est linguiste et coordinateur du théâtre d'Aînés. Okay. The Dene. They're from the Northwest Territories. The western part. I'm Dene. And our clothes, they're made of caribou hide. Scraped in the sun. And then burnt over a fire. The smoke makes it brown. And it keeps us warm and clothes us. And we, the Dene, have lived all over the country, and we traveled by our canoes. And our canoes, they are made of birch bark. Dans ce sport d'aînés, les garçons sont ensemble, d'un côté, et les filles de l'autre. Ici, on ne joue pas pour gagner, mais pour le plaisir que donne le contact du sexe opposé. It's called Nautsuye. And the boys push it, don't keep it. Oh, no. Yeah, the boys have to keep their hands open all the time, so they hit the ball to one another like this, and the girls, ladies, can keep their hands grasp and they throw it to each other. Okay. Because I'm really interested in it. I think you did an excellent job. Because we've trained a lot to do what we're doing. It's nice to get it done the other way around, to sit down and listen, and actually to hear somebody else's culture and story. It's really neat. Well, I'm glad to share this with all of you, and knowing the richness of my culture and to share it with you. For me, it's a gift as well, to both of you, all of you.
Great. Okay. Everybody is to have 2 paddles, right? Everybody's got 2 paddles? We've got some extra bench shafts, and I've got the ones that Norm made short for us. Did everybody put their own personal gear in the canoe and can guarantee that it's in the canoe? Oh, yes. Okay? If you don't have your personal gear, if you're short, you're on dishes and cooking for a week. C'est le 22 juin. Ici à Yellowknife, on célèbre le plus long jour de l'année en fêtant toute la nuit. Nous célébrons ce jour spécial en quittant à minuit. « 11 heures de navigation se sont écoulées depuis le départ de Yellowknife. Maintenant, la fatigue est grande. Personne ne s'est donné la peine de monter sa tente. Quelque part sur la côte nord du lac, Laurent Leroux s'arrêta à un campement indien. Lui et ses hommes restèrent avec eux pour y établir un poste de traite. Mackenzie et Leroux se quittèrent ici. Leur séparation fut saluée. Ici se trouvait la limite des explorations de Peter Pond. Maintenant, Mackenzie allait affronter l'inconnu. Pour se guider, il n'avait que la carte de Pond et les renseignements des Indiens lui indiquant que la sortie du lac doit se trouver quelque part à l'ouest. Durant une semaine, ils suivirent la dangereuse côte nord. Ici, la tempête peut immobiliser pendant des jours. Profitant de la belle température, nous continuons de nuit. Shut out the sounds of the city. The preliminaries, they had been brief. There you go. That didn't rip because of force or anything. Pour garder la bonne humeur, Phil nous lit des passages d'un livre érotique. With all of his hoarded strength of years of abstinence. Oh Christ, please, that's enough, she cried finally. And he let himself go in one great thrust, delivering them both. Ooh. What's that mean? Was it good for you guys too? I can't do this! This is hard! I'm embarrassed. I just... Any game. Anything you want to see. Basketball, football, hockey. Show me the way. I don't know the real words. I'm tired and I want to go to bed. I had a little drink about an hour ago and it went straight to my head. Happy trails to you until we meet again. Happy trails to you. Who cares about the clouds when we're together?
Just sing a song and think about sunny weather. Le 29 juin, l'anxiété de Mackenzie fut enfin soulagée. 20 jours après leur arrivée sur le lac, ils se retrouvèrent à la sortie du grand lac des Esclaves. Ici commence la Grande Rivière, ce fleuve mystique dont avaient parlé les Indiens et que Pond décrit ici sur sa carte. La Grande Rivière traverse un immense pays et devait rejoindre, d'après Pond, l'embouchure de la rivière Cook, sur la côte du Pacifique. En dépit de l'affirmation des Indiens que la Grande Rivière coule au nord, vers la mer glaciale, c'est sur la rivière de Cook que Mackenzie pensait maintenant se trouver. Mackenzie avait avec lui de l'argent russe pour commercer sur la côte de l'Alaska. Poussés par une bonne brise, ils laissèrent bientôt le grand lac des Esclaves et Mackenzie fit son campement quelque part, vers le site actuel de Fort Providence. Ici, un festival des arts a lieu. C'est l'occasion pour les Métis de mettre leurs ceintures fléchées que portaient leurs ancêtres, les voyageurs canadiens-français. À la rivière La Truite, nous campons avec différentes équipes de rameurs représentant 11 communautés des territoires du Nord-Ouest. Aujourd'hui, c'est leur première étape d'une longue course. 1600 km, commencée à Fort Providence pour se terminer à Inuvik. Nous allons les accompagner. Nous y rencontrons également Bill McLeod, journaliste pour la BBC en Écosse. Well, I'm from the Isle of Lewis, which is where Mackenzie was born. And I remember as a child going to the church where his house stood and reading the plaque on the wall there, which says that he navigated this river. So it was a fascination with the man originally that took me here. And yet increasingly the man is giving way to the people, and another is giving away to myself, although I would hope it's not as narcissistic as that. I just find him a very difficult man to get to know, but in some ways that's good. In some ways his disappointment is good, and my disappointment with him, with being able to find him, because I'm able in that way to find so much more. Best team. Best? Bill voyage avec l'équipe d'Atlavik et plus tard, il se joindra à nous dans notre recherche sur Mackenzie.
Rivière Jean-Marie. 64 personnes vivent ici. Pour eux et leur chef Ernest Hardesty, aujourd'hui, c'était beaucoup de travail. I figure the way I figure it now is that we're feeding about three times the population of Jimmy. 3 times the population of your own village? Yes. Very nice of you, you know. Very nice of you. Yes. Thank you very much. Okay. Aujourd'hui à Fort Simpson, les tambours battent, comme ils battaient pour Mackenzie il y a 2 siècles, quand l'explorateur fit sa première rencontre avec les gens de ce pays, plus bas sur le fleuve. Depuis le Grand Lac des Esclaves, l'espoir de Mackenzie d'atteindre le Pacifique était grand. Le fleuve coule généralement vers l'ouest et le courant est idéal pour la navigation rapide. Mais le 10 juillet, ce qui était la veille une lueur lointaine, se trouve maintenant à pleine vue. Les montagnes rocheuses. Elles bloquent le fleuve et le fait tourner vers le nord. Ce fut un choc pour Mackenzie. Mackenzie était maintenant très inquiet. À moins que les montagnes finissent et que le fleuve les contourne, il lui faudrait trouver un passage vers l'ouest, à travers ces montagnes. De plus, les Indiens l'avaient averti de la présence de dangereux rapides et de chutes, dont Mackenzie crut voir les premiers signes ici, à l'île des Roches. Il lui fallait rencontrer d'autres Indiens vivant ici, pour plus d'informations sur les montagnes et la rivière. Ce soir-là, leur feu de camp brillait au pied de cette montagne. Avec 2 voyageurs et ses Indiens, Mackenzie en fit l'ascension. Well, 1,000 feet above the river. It took Mackenzie an hour and a quarter to climb it. So that'll be about 1,000 feet. D'ici, Mackenzie espérait voir un autre fleuve coulant vers l'ouest. Mais des montagnes bloquent toute vue. Il eut cependant une bonne idée de la direction de la grande rivière. Elle coule maintenant vers le nord-ouest et Mackenzie avait ici encore l'espoir d'atteindre le Pacifique. Mackenzie poussait maintenant ses compagnons, les forçant à faire des journées encore plus longues, afin de rencontrer des Indiens au plus vite. Finalement, un peu en amont d'où se trouve aujourd'hui Fort Norman, Mackenzie fit leur rencontre. Il fallut beaucoup de tact au chef Adjaina pour les faire approcher. Adjaina conversa avec eux dans la langue esclave, que l'on parle encore ici à Fort Norman et qui constitue avec le Chipewyan, flanc de chien, peau de lièvre et loucheux, les 5 langues de la nation Dene des territoires du Nord-Ouest. Ici, Mackenzie apprit d'eux qu'il y avait de grosses chutes plus bas sur le fleuve et qu'une grande distance restait encore à parcourir
jusqu'à la mer. Ils avaient entendu parler d'un grand lac appartenant à l'homme blanc, mais ils ne connaissaient pas de fleuve qui y conduisit. Ils ne savaient rien non plus d'un passage vers l'ouest à travers les montagnes. Mackenzie commençait à voir la fin de son rêve. En marchant sur la rive pour alléger le canot, il vit de la fumée ici, près de Fort Norman. D'après le journal de Mackenzie, le feu s'est propagé d'un campement indien à cette mine de charbon, qui brûle encore 2 siècles plus tard. Is it hot? Hot, very. It's like burning soil. But all this is ash from the fire. Depuis Fort-Providence, John et Matt, de Canada d'un océan à l'autre, s'est joint à l'expédition. They lined the canoes up the shore here. An English chief was picking up some of this coal to use to color his quills. The black dye is what he was looking for. And the red rock here is probably baked clay that has been baked from the heat of the burning coal. And that's what's given it this hard red coloration. And inside of these there's a lot of fossils. There's one here, for example. You see the leaves that have been fossilized on the clay as it's been baked. Beautiful. Quand Mackenzie et ses compagnons quittèrent ce premier groupe d'Indiens, ils forcèrent l'un d'eux à embarquer pour servir de guide. Et ce soir-là, on le surveilla de près pour ne pas qu'il s'échappe. Oh, look at the pretty trees! Les rapides du Sanso, ce ne sont pas des chutes telles que décrites par les Indiens, mais des rapides que les canots de Mackenzie franchirent facilement. Quelques kilomètres plus bas, ils firent la rencontre d'un second groupe d'Indiens. The Tsintu River on the east shore of the Mackenzie. And it was here some 200 years ago, almost to the day, that Alexander Mackenzie saw 4 fires burning over in the Indian encampment over here. When he landed, there was only 2 old people in residence because all the others had run away in fear. And the old people could neither see nor hear what Mackenzie was saying, but they managed to approach them. And at that point, the old man started to tear out huge amounts of grey hair and give it to Mackenzie's party to try to beg for mercy. Sooner or later, Mackenzie managed to persuade him that there was nothing to fear, and at that point they called to their relatives, and 18 of these natives came out of the bush and were able to give Mackenzie local advice as to what he could expect as he went further north. Alexander's men went through a lot of hardships. Hardships like this. Dump it on your head now, Phil. That'd be dramatic. Pour les Dénés, l'embouchure des petites rivières, comme celle de la Tinstu, était un endroit idéal pour y passer l'été. Ici, c'est plus frais et une brise dominante aide à chasser les mouches. Des fruits sauvages et des racines comestibles y poussent. La rivière regorge de poissons. Northern pike. Northern pike? Yeah. Yeah, it was a fighter. They're usually a lot better than the other ones I caught so far. Oh, wait. She's not nearly as big, I don't think. No, that's just a little one. That's a little one.
Sur les bords de ce grand fleuve, cependant, la montée d'un terrible orage peut survenir très vite. Un de ces orages frappa le campement de Mackenzie, alors installé plus bas sur le fleuve, et le fait de sa tente se cassa en deux. Aujourd'hui, nous nous tirons de cette tempête sans dommages matériels. Nos petites tentes résistent grâce à leur flexibilité. Les remparts. Ici, sur une distance de 10 km, le fleuve se rétrécit, entre deux falaises de pierre à chaud, de plus de 80 mètres de hauteur. Mackenzie s'en approcha avec appréhension, croyant y rencontrer les dangereux rapides mentionnés par les Indiens de la Tinstoo. Mais le courant n'est pas fort. Le fleuve a 100 mètres de profondeur et garde le courant relativement lent. Plus bas, ils firent la rencontre d'autres Indiens, de qui ils obtinrent encore de la nourriture, mais qui n'en savaient pas plus sur le fleuve, ni sur un passage vers l'ouest à travers les montagnes. Puis, le 10 juillet, Mackenzie atteignit le début du delta. Une observation astronomique lui montra à quel point il était loin dans le nord. Alors, il sut qu'en avant s'étendait l'océan Arctique et qu'il avait échoué dans sa recherche. Cette nuit-là, fatigué et découragé, Mackenzie veilla pour observer le soleil de minuit. Okay, the time is 11:55 and the sun is still up. Mackenzie et ses compagnons continuèrent vers l'océan, empruntant le Chenal du milieu. Nous prenons le Chenal de l'Est, vers Inuvik. First prize to a Klavik, a wonderful performance by a Klavik, and here comes the captain for $25,000. Aujourd'hui à Inuvik, c'est la remise des prix aux 3 meilleures équipes de la course. Fred Beaulieu est un descendant de François Beaulieu. Il a fait la course avec l'équipe de Hay River. Maintenant, il est avec sa fille et sa petite-fille qui vivent ici, à Inuvik. Cette sculpture représente 3 races vivant en harmonie ici à Inuvik, sur le dessus du monde. Indiens, Esquimaux et Blancs. Trois races dont descendent la fille et la petite-fille de Beaulieu. Nous approchons maintenant de l'île à la baleine, aujourd'hui l'île Garry, la destination finale de Mackenzie. Ce jour est le plus difficile que nous ayons eu, venteux, froid, humide. Le chef de notre expédition, Jim Smithers, est nerveux. La carte monte des hauts fonds au large de l'île à la baleine. Il décide alors de se rendre à l'île Kendall. Là, il demandera des informations et des conseils aux Esquimaux, campés pour 2 semaines de chasse au Beluga.
For the motor fuel you're thinking about? Oh, for the canoes. Sure. Can we go in along the shore, or do we have to go outside of that sandbar? Are we? Right there. Mm. Yeah. Well, we want to go down to Gary. All the way out. Check it out first. We could leave our canoes here, and we could just pay you to go down and come back, and then we go back. Yeah, right out. Nos négociations échouent. Les Esquimaux trouvent la mer trop grosse pour nous conduire à l'île à la baleine. Nous devons nous résigner. Là-bas, à 7 km, d'où nous sommes le 14 juillet 1789, le jeune Écossais était debout sur le sommet de cette île, avec le chef Adjeina regardant au large de la mer Arctique, désespéré. Le même jour, dans un lointain Paris, la grande révolution française commençait. Avant de remonter le courant, Mackenzie passa 2 jours dans ces îles, à rechercher en vain les Esquimaux. Nous restons quelques heures ici avec nos chasseurs de baleines. Okay, now, yeah, cross here. Oh, okay, I can do this one here. No, I can't. Phil, Brandon et Karen s'essaient à un jeu appelé Napacha, que l'on joue encore dans les familles esquimaux. You gotta go forward, yeah. La survie des Esquimaux dépendait de leur habilité à lancer le harpon. Look at his little rubber boots. Yeah. Lick my balloon. I let my balloon pop. Nous n'avons que 3 jours pour revenir à Inuvik, 180 km à contre-courant, où nous devons prendre l'avion. Pour arriver à temps, ce dernier jour d'aventure aura exigé 22 heures d'effort de nos pagailleurs. Pour Mackenzie et ses compagnons, plus de 3000 km restaient à franchir avant l'hiver. Sur leur chemin de retour, en cet endroit où le fleuve tourne vers le nord, Mackenzie essaya de faire l'ascension de cette montagne avec l'un de ses chasseurs indiens. This bush is mostly composed of birch and spruce, which is exactly what Mackenzie reported in his journal. He was 8 hours on the trail, I guess. When he left the river to when he came back, it was 8 hours, and it must have, I would think it would have taken him 4 hours up and 4 hours down, because he couldn't possibly have followed the same trail both ways. And he didn't reach the ridge, but he must have been desperate to see what was on the other side, because the river of disappointment, he was on his way back upstream, and he was trying to salvage something from the experience, or at least to be able to see that he could see the ocean or perhaps a big river flowing west on the other side of the ridge. But he must have been really disappointed at this point, I think, heading back upstream. It's hard to put yourself in a man's shoes who's committed so much energy to going down that river, and all of a sudden now he's on his way back having been defeated. And he still has a long journey, perhaps another 2 months, going upstream against a strong current to get back. And he was looking for that last little piece, maybe, that would, at least he could tell people he'd seen the river, the ocean on the other side of the ridge.
2 mois plus tard, le 12 septembre 1789, alors que les premières neiges recouvraient le pays, ils étaient de retour au fort Chipewyan. Préparez les cellules finales! 1, 2, 3! Hinana,